c'est l'invité politique de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Léa. Et ce matin, vous recevez Hervé Berville. Hervé Berville, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes député de La République En Marche des Côtes d'Armor, de la côte d'Émeraude. Mais ce matin, vous êtes à Paris. Un mot d'abord de la décision d'Emmanuel Macron, qui a reconnu hier, au nom de la France, que l'avocat algérien nationaliste Ali Boumendjel avait été torturé et tué par l'armée française en 1957. Un travail de mémoire. Vous portez en vous la mémoire du génocide rwandais. Est-ce que vous êtes particulièrement sensible à ce genre d'annonce ? Oui, ça faisait partie d'une des recommandations du rapport de Benjamin Stora. Et à la fois sur toutes nos relations avec un certain nombre de pays, notamment des pays de l'autre côté de la Méditerranée, c'est important de faire ce travail de mémoire. C'est important de mettre des mots, de reconnaître un certain nombre de choses. Ça ne, bien évidemment, répare pas le passé, mais ça permet de construire les bases d'une relation future beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine. Et je pense que ce geste inédit de la part du président de la République, cette reconnaissance, eh bien, c'est de dire, notamment aux familles de cette personne, on vous a entendu, on vous a écouté, on reconnaît ce qui s'est passé, et sur la base de ça, eh bien, on se projette sur le futur. Mais j'insiste aussi parce que, vous l'avez dit, moi je travaille particulièrement aussi sur la question de la mémoire avec notre pays ami qui est le Rwanda. La mémoire ne doit pas nous enfermer. Il faut qu'on arrive aussi à se projeter. Il n'y a pas un risque de repentance, de culture de la repentance ? Je ne pense pas de la manière dont c'est fait, de la manière dont c'est proposé par le président de la République, de la manière dont ça a été exprimé, et d'ailleurs de la manière dont c'est attendu aussi par les familles des victimes et ces pays-là, ces citoyens de ces pays-là. On voit bien qu'il n'y a pas que ça et qu'il faut vraiment dépasser cette question de la repentance, reconnaître et ensuite se projeter sur les sujets qui nous intéressent d'avenir, politique, les relations entre sociétés civiles, les questions de changement climatique, les questions de santé. Donc la mémoire ne doit pas nous enfermer, mais il faut le reconnaître parce que c'est un élément important aussi de réparation de la douleur que certains peuvent avoir. Alors l'épidémie occupe tous les esprits, bien sûr. Un confinement le week-end serait inhumain, dit Anne Hidalgo. Est-ce que pour vous c'est inhumain ou est-ce que c'est nécessaire ? Alors, le terme, pour moi, est très fort. Sachant, en plus, que je crois que le premier adjoint lui-même demandait un confinement. Donc l'inhumanité est peut-être aux portes de son cabinet pour Madame Hidalgo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le confinement ne doit être que la dernière option, le dernier recours, parce qu'on voit bien que le confinement a des effets économiques, sociaux, psychologiques. La stratégie qu'on le développe très fortement depuis des mois et des mois, c'est territorialiser. Faire en sorte que territoire par territoire, ville par ville, en prenant en compte, bien évidemment, le grand périmètre. On ne peut pas penser la question du confinement de Paris sans penser la question à l'Île-de-France. Et donc, il y aura un conseil de défense, le gouvernement avec les élus locaux, avec les professionnels de santé, parce qu'il faut les écouter aussi, les professionnels de santé, vont concerter, vont voir tous les éléments de l'épidémie et les décisions seront prises. Valérie Pécresse propose de confiner si c'est nécessaire, mais attention, en laissant ouverts les lieux de culte, les marchés en plein air et en aidant les commerçants qui vont devoir fermer. Ces conditions-là vous semblent acceptables ? Je pense qu'il y a quelque chose de raisonnable dans cette proposition. Après, il faut un confinement qui soit efficace. Si c'est un confinement, mais avec trop d'exceptions, beaucoup d'éléments qui permettent de ne pas être confiné, ça ne sera pas un confinement. Et donc, moi, j'invite vraiment tous les responsables politiques et l'extrême majorité font preuve de grande responsabilité. C'est un moment qui est difficile pour notre pays. On doit prendre des décisions qui sont difficiles. Mais il faut tenir 4 à 6 semaines, a dit le président. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est on continue à être vigilant et réactif. Ça n'a pas changé. C'est vigilant et réactif. Et ce qu'il ne dit, c'est ni un assouplissement, ni un durcissement à l'horizon. C'est de dire, on continue à être sur cette stratégie qui est de voir territoire par territoire comment les choses évoluent et de prendre les mesures nécessaires si il y a besoin. C'est ce qu'attendent nos concitoyens. Nos concitoyens, ils attendent de quoi ? Qu'on ait des décisions qui soient prises aussi sur des faits et qui soient prises sur l'évolution de l'épidémie. Et donc, c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est pas simple. Parce que vous voyez bien que la situation partout dans le monde n'est pas simple. Et le virus est surprenant avec des variants dont on ne connaissait encore pas du tout ni le nom ni l'origine il y a de cela 2 mois. Mais cette volonté vraiment d'adapter au quotidien la stratégie, elle est là, elle se fait en concertation avec les élus locaux. Alors territoire par territoire, dites-vous. Très bien, parlons du vôtre. En Bretagne, ça va plutôt mieux. Finistère, Côte d'Armor. Est-ce que vous êtes favorable à un assouplissement dans ces territoires ? On pourrait, les beaux jours arrivent, repousser le couvre-feu à 20h. On pourrait ouvrir peut-être certaines terrasses.
Et c'est les options qui sont sur la table. Vous avez vu que dans le Morbihan, un certain nombre de communes ont entre guillemets, assoupli le port du masque dans certains endroits. Mais il faut être très vigilant. Vous les soutenez quand même, parce ces que initiatives la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Or, quand vous prenez des décisions, ça a un impact sur les jours qui arrivent. Et donc là, on est dans une période maintenant où ça va mieux. Mais comme le dit très bien d'ailleurs le directeur régional de l'ARS, la situation, elle est très fragile. On a eu des mouvements de population du fait des vacances. Et c'était légitime. Vous craignez ça que les populations venant de Paris ou venant de l'Est de la France aillent en Bretagne? Je ne le crains pas. Moi, vous savez, je suis d'un territoire et de nature. J'aime accueillir les gens. On a une belle circonscription, une belle région. Je ne le crains pas. On le travaille, on l'anticipe. Et donc, on fait tout pour que, même s'il y a, à un moment donné, un afflux de population du fait de ces mouvements de vacances, eh bien, on respecte les règles et on ne met pas en difficulté la région, les services de santé. Et donc, la Bretagne, il y a peut-être une exception actuellement, mais c'est peut-être pas vrai pour dans 2-3 semaines. Et surtout, on continue, en Bretagne notamment, de déployer une stratégie vaccinale pour faire en sorte que les plus fragiles soient vaccinés. Et si vous me le permettez, on a bien vu dans les Côtes-d'Armor, mon département, ça se passe plutôt bien. Mais on a vu dans des endroits, notamment dans la région de l'Oudéac, où il y a eu un petit pic épidémique. Et tout de suite, on a fait une stratégie de dépistage massive et une stratégie qui vise à réduire l'évolution du virus. La bataille, c'est la bataille de la vaccination. Beaucoup de soignants rechignent à se faire vacciner. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour les soignants à l'hôpital? Je pense que le niveau de discussion et le débat, il ne doit pas encore se situer à ce niveau-là. En tout cas, il doit être pour toute la population. C'est là où la discussion. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les soignants. C'est des gens qui sont responsables, qui ont fait beaucoup de travail depuis 1 an et demi, et même depuis des années et des années. Donc, on y arrivera par la conviction et beaucoup, d'ailleurs, ne sont pas fait soigner maintenant pour un certain nombre de raisons, mais je suis convaincu, et j'ai la chance d'avoir 2 sœurs qui sont infirmières, qu'ils vont aller se soigner, qu'on arrivera à un taux de couverture qui sera suffisant pour avoir une bonne stratégie vaccinale. La priorité actuellement, c'est vraiment de vacciner les soignants qui le souhaitent, les plus fragiles, et de faire en sorte qu'on arrive petit à petit à vacciner toute la population le plus rapidement possible. Et êtes-vous favorable au pass sanitaire que propose le président de la République, c'est-à-dire un document qui dise si on est vacciné, si on a eu des tests négatifs récents, et qui permette de voyager ou d'accéder à des lieux de culture ou des restaurants? Au début, j'étais assez réticent sur cette question du pass sanitaire, puis en discutant notamment avec des professionnels de la restauration, parce que en même temps que de gérer aussi cette crise, on essaie d'anticiper la réouverture, de voir comment on va pouvoir revivre, retrouver une activité un peu plus normale. Je me rends compte que beaucoup de professionnels aussi sont favorables à cela et les rassuraient aussi dans la mise en œuvre de la réouverture d'un certain nombre de lieux culturels, de lieux de fêtes, de restauration, de bars. Donc c'est une bonne idée. Maintenant, la question c'est toujours dans l'exécution. Il faut voir comment ça va être fait. Et donc c'est aussi quelque chose qui permettrait de rassurer ceux qui participent à faire réouvrir ces lieux notamment de fêtes et de restauration, et ceux qui y vont. Et donc ça permettrait peut-être d'accélérer ce mouvement d'un retour à une vie un peu plus normale. Nicolas Sarkozy, dans le Figaro, dit qu'il ira, s'il le faut, jusqu'en Cour européenne des droits de l'homme. Il se dit victime d'une injustice. Au vu de cette affaire, est-ce que vous vous dites qu'il faut réformer le parquet national financier? Non, j'ai pas de jugement à avoir sur le parquet national financier. Nicolas Sarkozy, qui a été un président de la France, qui a fait beaucoup de choses pour notre pays, est injusticiable comme les autres. Et moi, je ne commande pas, c'est plutôt une habitude que je pense saine, les décisions de justice. On a un garde des Sceaux qui a mis sur la table hier un certain nombre de réformes de la justice pour avoir une justice du quotidien. On a eu un budget de la justice en augmentation comme jamais. Il y a des choses à faire et donc c'est sur ça que je me concentre plutôt que sur des affaires individuelles. Hier, une loi de programmation sur le développement solidaire, la lutte contre les inégalités mondiales a été votée. Vous avez porté ce projet de loi. Que va-t-il changer concrètement pour les pays pauvres ? Eh bien, il va changer que, premièrement, la France dira ce qu'elle fait, sa stratégie. Alors, il y a une doctrine très claire. Deuxièmement, il y aura des moyens en hausse, des moyens notamment sur les questions d'éducation, de santé et de changement climatique. Et donc, enfin, la France concentre son aide, notamment dans les pays africains, les pays du Sahel, et sur les populations les plus vulnérables, avec une attention particulière sur l'égalité femmes-hommes. Et puis, troisièmement, c'est de dire la question de la coopération, ce n'est pas que les États. C'est aussi toute la société dans son entièreté, dans sa diversité.
les diasporas, les collectivités, les entreprises. Et donc, il faut vraiment donner les moyens à tout le monde de pouvoir faire ce travail de coopération. Et ça permettra de démultiplier les actions et d'avoir encore plus d'impact sur les populations les plus vulnérables. Le but, c'est d'empêcher ces populations de venir chez nous par l'immigration ? Non, le but, c'est de régler la cause profonde de tous ces désordres. Et donc, quand vous avez des pays où il y a un taux de chômage de 40% dans une couche de la population, forcément, vous allez voir ailleurs. Et donc, le but, c'est de permettre la création d'emplois, de TPE, de PME dans ces pays-là. C'est de faire en sorte que les droits soient respectés. C'est de faire en sorte qu'on ait des institutions qui fonctionnent. Donc, c'est tout ça. L'idée, c'est pas d'utiliser le développement pour lutter contre l'immigration, mais si avec l'aide au développement, on peut faire en sorte que ces personnes-là aient un emploi chez eux, eh bien, c'est du gagnant-gagnant. Les élections régionales approchent. En Bretagne, la République En Marche doit-elle soutenir le président sortant, Loïc Chenet-Girard, qui est le successeur de Jean-Yves Le Drian, lui-même membre du gouvernement ? Alors, en Bretagne, on a un excellent candidat. On a un chef de file qui est Pierre Calestine, qui est député européen. Et puis surtout, on a un candidat désormais qui s'appelle Thierry Burlot, qui est vice-président à la région Bretagne sur l'environnement, qui est président de l'Office français de la biodiversité, qui est très bonne aussi connaissance de Jean-Yves Le Drian, et qui arrivera à ce travail important de rassemblement qui va du centre-droite au centre-gauche, aux forces écologistes. Et donc, c'est lui qui va porter aussi notre projet de rassemblement. Chacun pour soi au premier tour et on se retrouve au second ? C'est un peu votre philosophie ? En tout cas, au premier tour, nous, on rassemble. Au premier tour, on rassemble. Je constate que l'autre candidat, pour l'instant, il va simplement avec la bannière Parti Socialiste. La proportionnelle n'est toujours pas inscrite au programme de l'Assemblée nationale, malgré les demandes de vos alliés MoDem. Est-ce que vous souhaitez la proportionnelle aux législatives de 2022, comme l'avait promis le candidat Macron ? Je pense que c'est une excellente idée. C'est la proportionnelle, ça permettra une meilleure représentativité des forces en présence. Ça permet aussi, au fond, de dire que de pousser encore cette idée de dépassement des clivages et de dire la poutre bouge toujours, comme disait le Premier ministre. Et donc on a des forces politiques qui ne sont pas dans ce système binaire droite-gauche, Parti socialiste, mais UMP, ça peut dire aussi 50, 70 députés Front National, enfin Rassemblement National. Oui, mais c'est une force politique qui existe dans le pays, qui est arrivée en tête aux élections européennes. Et moi, je préfère les combattre à l'Assemblée nationale plutôt que de les entendre raconter n'importe quoi sur les plateaux télé avec aucune responsabilité quand il s'agit de voter des textes de loi. Et donc, cette proposition de loi, en fonction du calendrier, bien évidemment, moi, je pense que c'est plutôt quelque chose de positif, de bon pour la démocratie française. Hervé Berville, merci. Bonne journée. Merci beaucoup.